L'an 859. 62 dracars vikings fendent les eaux de la Loire, leurs voiles gonflées par le vent d'ouest. À leur tête, 2 hommes dont les noms feront trembler toute la Méditerranée. Björn Côte de Fer, fils du légendaire Ragnar Lodbrok, et Hastin, le stratège impitoyable qui a déjà mis à sac des dizaines de villes franques. Personne ne sait encore que ces guerriers du Nord vont accomplir quelque chose d'inédit. Traverser le détroit de Gibraltar et porter la guerre jusqu'en Afrique du Nord, dans les terres même des morts. Björn a 30 ans. Son père Ragnar vient de mourir dans une fosse aux serpents en Northumbrie, et le jeune chef brûle de prouver qu'il peut surpasser les exploits paternels. Hastin, lui, approche la cinquantaine. Vétéran de centaines de raids, il connaît la Seine comme sa poche, a pillé Paris, brûlé des monastères par dizaines. Mais lui aussi cherche quelque chose de plus grand, un raid qui marquera l'histoire pour toujours. Leur plan est fou. Ils veulent remonter jusqu'à Rome elle-même, piller la ville éternelle et revenir couverts d'or et de gloire. Personne n'a jamais osé pareille expédition. Pour y parvenir, ils doivent d'abord longer les côtes ibériques, traverser le détroit que gardent les morts, puis naviguer en Méditerranée jusqu'en Italie. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à travers des eaux hostiles, face à des ennemis inconnus. Les hommes qui les suivent viennent de tout le monde viking. Des Danois, des Norvégiens, même quelques Suédois. Certains sont des guerriers chevronnés qui ont survécu à 20 batailles. D'autres sont des jeunes affamés de richesse et de renommée. Sur les 62 navires, on compte près de 3000 hommes. Une armée capable de mettre à genoux une cité, mais dérisoire face aux forces que peuvent mobiliser les royaumes chrétiens ou musulmans. La flotte quitte la Loire en août. Les premiers jours de navigation se passent bien. Ils longent la Bretagne, contournent la péninsule par l'ouest, puis descendent vers le sud. Les côtes défilent. Chaque village, chaque monastère est une proie potentielle. Mais Björn et Hastin ont donné des ordres stricts, pas de grande halte avant l'Espagne. Il faut garder l'effet de surprise. Début septembre, la flotte atteint les côtes de Galice, dans le royaume des Asturies. C'est une région montagneuse, verdoyante, qui rappelle la Norvège. Le roi Ordono Ier règne ici, chrétien farouche qui a passé sa vie à combattre les morts. Quand on lui annonce l'arrivée de dracars vikings, il mobilise immédiatement ses troupes. Les Vikings tentent un débarquement près du cap Finistère. C'est une erreur. Les Asturiens les attendent sur la plage, organisés en phalanges serrées. Le combat qui s'ensuit est brutal. Les hommes du Nord se battent avec leur férocité habituelle, mais les Asturiens connaissent leur terrain. Ils utilisent le relief à leur avantage, harcèlent les Vikings avec des archers postés sur les hauteurs. Björn perd une cinquantaine d'hommes ce jour-là. Ce n'est pas une défaite écrasante, mais c'est suffisant pour comprendre le message. La péninsule ibérique ne sera pas une promenade de santé. Les Vikings rembarquent rapidement et mettent le cap vers le sud. Ils ont besoin d'une victoire pour remonter le moral des troupes. Ils la trouvent à Lisbonne. La ville est mal défendue. Les Vikings débarquent de nuit, escaladent les murailles et ouvrent les portes de l'intérieur. Pendant 13 jours, ils pillent méthodiquement. Ils emportent de l'or, des tissus précieux, des armes. Mais surtout, ils capturent des centaines d'esclaves. Hommes, femmes, enfants. C'est la partie la plus lucrative du raid. Ces prisonniers seront vendus dans les marchés d'esclaves d'Irlande ou de Scandinavie. La flotte repart, gonflée de butin mais aussi de confiance. Les hommes chantent en ramant. Ils ont prouvé qu'ils peuvent frapper au cœur de l'Ibérie. Maintenant, direction Séville. Le Guadalquivir est large et paresseux en été. Les Vikings remontent le fleuve avec précaution, scrutant les rives. Ils savent qu'ils entrent en territoire omeyyade, dans l'émirat de Cordoue, l'un des États musulmans les plus puissants d'Europe. Le calife Abd al-Rahman II règne sur des terres riches qui s'étendent de Gibraltar à Saragosse. Séville apparaît au détour d'un méandre. Grande ville commerçante, carrefour entre l'Espagne musulmane et l'Afrique du Nord. Ses murailles blanches brillent sous le soleil. Au centre s'élève la grande mosquée, symbole de la puissance islamique en Ibérie. Les Vikings attaquent au petit matin. Ils n'ont aucun respect pour les lieux de culte. La mosquée est incendiée en premier. Les flammes montent haut dans le ciel, visibles à des kilomètres. C'est un message aux morts, nous n'avons peur de rien, pas même de votre Dieu. Le pillage commence.
Les Vikings se répandent dans les rues étroites, défoncent les portes, vident les maisons. Ils tuent tous ceux qui résistent. Les habitants fuient vers la campagne environnante, abandonnant leurs biens. Pendant 4 jours, Séville est aux mains des païens du Nord. Mais l'émir Abd al-Rahman ne reste pas inactif. Dès qu'il apprend l'attaque, il mobilise son armée. Des milliers de cavaliers morts se mettent en marche vers Séville. Des troupes d'élite, entraînées aux techniques de guerre arabe, équipées d'armures de qualité et de sabres tranchants comme des rasoirs. Les Vikings voient arriver l'orage. Les éclaireurs reviennent au galop, annonçant l'approche d'une force considérable. Bjorn et Hastin doivent choisir, rester et combattre, au risque d'être submergés, ou fuir avec leur butin. La décision est rapide. Pas question de risquer toute l'expédition pour Séville. Il ordonne le rembarquement. Mais les morts arrivent trop vite. La bataille de Tablada éclate aux portes de la ville. C'est un massacre. Les cavaliers morts chargent les Vikings qui tentent de regagner leur navire. Les archers arabes décochent des volées de flèches qui obscurcissent le ciel. Les Vikings forment le mur de boucliers, tactique classique, mais ils sont en infériorité numérique. Des centaines d'hommes tombent ce jour-là. Certains dracars sont capturés, brûlés avec leur équipage. Les morts ne font pas de quartier. Ils décapitent les prisonniers et plantent leurs têtes sur des pics le long du fleuve. C'est leur réponse à l'incendie de la mosquée. Bjorn et Hastin parviennent à s'échapper avec une 40aine de navires. Ils ont perdu près d'un tiers de leur flotte, mais ils sont toujours en vie. Et surtout, ils ont compris une leçon cruciale. Les morts sont de redoutables guerriers. Il faudra être plus prudent à l'avenir. Les Vikings blessent leur orgueil en longeant la côte vers le sud. Chaque homme à bord rumine la défaite de Séville. Ils ont besoin de redorer leur réputation. Fin octobre, ils atteignent Algésiras, petite ville face à Gibraltar. C'est un port important, porte d'entrée vers l'Afrique. L'attaque est rapide et violente. Les Vikings débarquent avant l'aube, surprennent la garnison endormie. La mosquée principale est incendiée, comme à Séville. Cette fois, les morts n'ont pas le temps de mobiliser une armée. Les Vikings repartent avec leur butin avant que des renforts n'arrivent. Mais le vrai défi commence maintenant. Devant eux s'ouvre le détroit de Gibraltar, 14 km de mer agitée entre l'Europe et l'Afrique. Les courants sont traîtres ici. La Méditerranée et l'Atlantique se rencontrent dans un tourbillon de forces contraires. De nombreux navires ont coulé en tentant la traversée. Les Vikings attendent le bon moment. Ils observent les marées, étudient les vents. Hastin, qui a navigué toute sa vie, sait qu'il faut choisir le moment avec soin. Fin octobre, une fenêtre météo s'ouvre. Vent d'ouest, mer relativement calme. C'est maintenant ou jamais. La traversée prend une journée entière. Les rameurs se relaient pour maintenir la vitesse. Certains navires prennent l'eau, mais tous arrivent de l'autre côté. Quand la côte africaine apparaît, les Vikings poussent un cri de victoire. Ils viennent d'accomplir quelque chose d'inédit. Aucun Viking n'était jamais venu si loin au sud. L'Afrique du Nord en 859 est un monde complexe. La région est sous contrôle musulman depuis plus d'un siècle. Les Arabes ont conquis ces territoires aux Byzantins, puis ont converti ou soumis les populations berbères locales. Mais le pouvoir reste fragmenté. Des dizaines d'émirs et de sultans se disputent le contrôle de villes et de régions. La région du Rif, où les Vikings vont frapper, est dominée par l'émirat de Nékor. C'est un État berbéro-arabe fondé au milieu du 8e siècle par Idriss ibn Sali, descendant d'Ali ibn Abi Talib, gendre du prophète Mahomet. Nékor est riche. La ville contrôle les routes commerciales entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. L'or, l'ivoire, les esclaves transitent par ses ports. Nékor se dresse à l'embouchure d'une petite rivière, entourée de collines verdoyantes. La ville compte peut-être 10 000 habitants. Des maisons blanches à toit plat, des souks animés, des jardins irrigués. La grande mosquée domine le centre, son minaret visible de loin. Les murailles sont en pierre, assez hautes pour décourager les pillards berbères qui rôdent dans les montagnes. L'émir qui règne en 859 est Saïd II ibn Sali. C'est un homme cultivé, qui aime la poésie arabe et les discussions théologiques. Il gouverne avec sagesse, maintient la paix avec les tribus berbères environnantes.
Nekor est un centre de culture islamique dans le Rif, réputé pour ses écoles coraniques et ses savants. Mais Saïdé n'est pas un guerrier. Sa garnison est réduite, quelques centaines d'hommes armés de lances et d'épées. Il n'a jamais eu à affronter d'attaque majeure. Pourquoi le ferait-il? Nekor est loin des zones de conflit. Les Byzantins sont partis depuis longtemps. Les querelles entre émirs musulmans se règlent au nord, pas ici. Quand les vigies aperçoivent les voiles vikings à l'horizon, elles ne comprennent pas immédiatement. Des navires inconnus, longs et étroits, avec des proues en forme de dragon. Certains pensent à des pirates méditerranéens. D'autres sont plus inquiets. Ces bateaux ne ressemblent à rien de connu. Les Vikings approchent lentement. Ils veulent étudier les défenses de la ville avant d'attaquer. Bjorn et Astin observent depuis le pont de leur drakkar. Ils voient les murailles, la mosquée, les maisons serrées. Une proie parfaite. Assez riche pour valoir le raid, assez isolée pour qu'aucun secours n'arrive rapidement. Le plan est simple. Débarquer de nuit, escalader les murailles, ouvrir les portes. Tactique classique, qui a fait ses preuves des centaines de fois en France et en Angleterre. Les Vikings sont experts dans ce genre d'opération. La nuit tombe. Les Vikings préparent leurs armes. Épées, haches, lances, arcs. Certains enfilent des cottes de mailles, mais la plupart se contentent de leurs boucliers ronds. Il faut être mobile pour escalader des murailles. Les hommes sont silencieux, concentrés. Chacun sait que les premières minutes seront cruciales. Les drakkars accostent à 1 kilomètre de la ville. Les Vikings marchent dans l'obscurité, guidés par des éclaireurs. Ils atteignent les murailles vers minuit. Des sentinelles patrouillent sur le chemin de ronde, mais elles ne voient rien venir. Les premiers Vikings escaladen. Ils utilisent des cordes avec des grappins, technique éprouvée. En quelques minutes, une dizaine d'hommes sont sur les remparts. Ils égorgent les sentinelles avant qu'elles puissent donner l'alarme. Puis ils ouvrent les portes de l'intérieur. Le reste de l'armée se déverse dans la ville comme un torrent. Les Vikings se répandent dans les rues, hurlant leurs cris de guerre. Ils défoncent les portes, tirent les habitants de leurs lits. La confusion est totale. Personne à Nekor n'a jamais vu de Vikings. Ces hommes barbus, blonds pour beaucoup, parlant une langue incompréhensible, semblent surgir d'un cauchemar. Les morts tentent d'organiser une défense. La garnison se rassemble près de la mosquée. Des combats éclatent dans les rues étroites. Les Vikings ont l'avantage de la surprise et de la férocité. Ils se battent comme des démons, sans peur de la mort. Leur réputation n'est pas usurpée. Mais les morts ne sont pas des lâches. Les soldats de Saïdé résistent bravement. Ils forment des lignes de bataille, tentent de repousser l'envahisseur. Des corps tombent des deux côtés. Le sang coule dans les rigoles. Les cris des blessés se mêlent au fracas des armes. La bataille dure toute la nuit. Au petit matin, les Vikings contrôlent la ville. La garnison mort a été décimée ou dispersée. Les survivants se sont enfuis dans les montagnes. L'émir Saïdé lui-même a réussi à s'échapper avec une poignée de fidèles. Il galope vers le sud, cherchant de l'aide auprès des émirs voisins. Nekor est tombé. Pour la première fois de son histoire, la cité islamique du Rif est aux mains de païens nordiques. Les Vikings installent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rester longtemps. Des renforts morts vont arriver. Mais ils veulent extraire le maximum de richesses avant de partir. Bjorn organise le pillage de manière méthodique. Des équipes fouillent chaque maison, chaque boutique, chaque entrepôt. L'or et l'argent sont prioritaires. Les Vikings emportent des coffres entiers de pièces, des bijoux, des ornements précieux. Ils pillent aussi la mosquée, malgré les protestations indignées des habitants. Les livres saints sont déchirés, les tapis volés, les chandeliers en or fondu. Les tissus sont précieux aussi. Soie, brocart, tapis persans. Tout ce qui peut être revendu en Europe. Les Vikings chargent leurs drakkars de ballots de marchandises. Certains navires sont si pleins qu'ils s'enfoncent dangereusement dans l'eau. Mais le butin le plus précieux, ce sont les esclaves. Les Vikings capturent des centaines de personnes. Hommes jeunes et forts pour les travaux difficiles. Femmes et filles pour les harems ou les marchés d'esclaves. Même des enfants, qui seront vendus comme domestiques. Parmi les captives se trouvent Ama al-Rahman et Kanula, 2 filles de Waqif ibn Mutazim ibn Sali,
membres de la famille régnante. C'est une prise de choix. Ces princesses pourront être rançonnées pour une fortune. Les Vikings les traitent avec un certain respect, sachant qu'elles valent leur pesant d'or. Les sources arabes mentionnent aussi que Hastin achète des Blamènes, littéralement hommes bleus en vieux norrois. Il s'agit probablement de Touaregs ou de Soussiens, peuple du Sahara connu pour leurs vêtements indigos qui teint leur peau. Ces Africains subsahariens sont si exotiques pour les Vikings qu'ils les gardent comme curiosité vivante. Certains seront emmenés jusqu'en Irlande, où ils susciteront l'émerveillement. Pendant 8 jours, Nécor est vidé. Les Vikings travaillent du matin au soir, transportant le butin vers les navires. Les habitants qui n'ont pas fui sont parqués sur la place centrale, sous bonne garde. Certains tentent de résister, de cacher leurs biens. Ils sont battus ou tués. Les Vikings ne font pas dans la dentelle. Pendant ce temps, l'émir Saïdé ne reste pas inactif. Il a atteint d'autres villes du Rif, lancé des appels à l'aide. Les émirs voisins sont alarmés. Si les Vikings peuvent attaquer Nécor impunément, aucune ville n'est en sécurité. Il faut réagir vite. Une armée se rassemble. Plusieurs milliers d'hommes, cavaliers et fantassins. Des berbères des montagnes, habitués au combat. Des soldats arabes, disciplinés et bien équipés. Tous brûlent de venger l'affront fait à l'islam. Ces païens nordiques ont souillé une mosquée, massacré des musulmans. Leur châtiment doit être exemplaire. L'armée mort marquée sur Necker. Les Vikings sont prévenus par leurs éclaireurs. Bjorn et Hastin tiennent conseil. Doivent-ils rester et défendre la ville? Ou repartir immédiatement avec leur butin? Le débat est vif. Certains guerriers veulent se battre, prouver qu'il ne fuit pas devant les morts. D'autres sont plus prudents. Ils ont vu ce qui s'est passé à Séville. Finalement, le pragmatisme l'emporte. Les Vikings ont accompli leur mission. Ils ont pillé Nécor, capturé des centaines d'esclaves, accumulé des richesses. Pas besoin de risquer tout cela dans une bataille incertaine. Ordre est donné de rembarquer. Mais les morts arrivent plus vite que prévu. L'avant-garde de l'armée musulmane atteint Nécor alors que les derniers Vikings chargent leurs navires. Le contact est inévitable. Une bataille s'engage sur la plage et dans les rues de la ville basse. C'est un combat confus et brutal. Les cavaliers morts chargent les groupes de Vikings isolés. Les archers tirent depuis les toits. Les Vikings forment des cercles défensifs, protégés par leurs boucliers, ripostant avec leurs haches et leurs épées. Les sources arabes relatent un épisode particulier. Un guerrier viking, particulièrement audacieux, réussit à percer la ligne mort et à atteindre le commandant de l'armée, sans doute l'émir Saïdé lui-même. Avec son épée longue, il frappe et tranche la main du chef mort. C'est une blessure terrible, humiliante pour un guerrier musulman. Mais cet exploit ne change pas le cours de la bataille. Les Vikings sont trop peu nombreux pour tenir. Ils reculent vers leurs navires, combattant pied à pied. Beaucoup tombent sur la plage, tués par les flèches ou les sabres morts. Les derniers à embarquer doivent abandonner une partie du butin pour sauver leur vie. Les dracars s'éloignent en ramant furieusement. Les morts ne peuvent pas les poursuivre en mer. Ils restent sur la plage, regardant les navires disparaître à l'horizon. Leur victoire est amère. Certes, ils ont repris Nécor. Mais la ville est dévastée, pillée, incendiée en partie. Des centaines d'habitants sont partis en esclavage. Et ces mystérieux guerriers du Nord sont repartis avec un immense butin. L'affrontement entre Vikings et morts à Nécor entre dans l'histoire. C'est la seule fois où les hommes du Nord affronteront les musulmans d'Afrique du Nord. Les chroniqueurs des deux camps relateront l'événement, chacun avec sa propre perspective. Les sources arabes sont unanimes dans leur condamnation. Abdullah al-Bakri, géographe andalou du XIe siècle, écrit dans son livre des routes et des royaumes, « Les Magus, que Dieu les maudisse, débarquèrent à Nécor en l'an 244 de l'Hégire, 858 à 859. Ils prirent la ville, la pillèrent et réduisirent ses habitants en esclavage, sauf ceux qui se sauvèrent par la fuite. Parmi leurs prisonniers se trouvaient Hama al-Rahman et Canula, fille de Waqif ibn Mutazim ibn Sali. Mohammed les Rakita. Les Magus restèrent 8 jours à Nécor. Le terme Magus que les Arabes utilisent pour désigner les Vikings est révélateur. Il signifie adorateur du feu, une référence aux Zoroastriens de Perse. Pour les musulmans,
Ces païens nordiques sont aussi lointains et étrangers que les Perses. Ils ne rentrent dans aucune catégorie connue. Ils ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni même idolâtres classiques. Ils viennent d'un monde complètement différent. Ibn al-Qutiyya, historien andalou du Xe siècle, mentionne aussi le raid dans ses chroniques. Ibn Idari et Ibn Khaldoun, deux des plus grands historiens du Maghreb médiéval, y font également référence. Le raid de Nékor marque les esprits parce qu'il est complètement inattendu. Personne n'imaginait que des guerriers scandinaves pourraient frapper si loin au sud. Du côté chrétien, la chronique d'Alphonse III, roi des Asturies, relate brièvement l'événement, des pirates nordiques naviguèrent sur la mer et attaquèrent Nékor, une cité de Maurétanie, et là ils tuèrent un grand nombre de musulmans. Les Irlandais aussi garderont mémoire de ce raid, mais pour une raison différente. Les Annales fragmentaires d'Irlande, texte du XIe siècle, racontent que les Vikings ramenèrent une grande multitude de captifs africains en Irlande. Ces prisonniers, appelés les Hommes Noirs, auraient vécu en Irlande pendant un temps considérable, formant un groupe distinct dans la société irlandaise. Cette affirmation a longtemps été considérée comme douteuse par les historiens. Mais des découvertes archéologiques récentes lui donnent du crédit. En 2013, des restes d'un squelette d'une femme d'origine subsaharienne ont été découverts dans le Gloucestershire en Angleterre. La datation au carbone place sa mort entre 896 et 1025, exactement pendant l'ère viking. Un autre squelette d'origine africaine a été trouvé dans le Norfolk, daté de l'an 1000. Comment ces Africains sont-ils arrivés en Grande-Bretagne? Le commerce d'esclaves vikings est l'explication la plus plausible. Les captifs de Nékor auraient été transportés en Irlande, puis redistribués dans tout le monde viking, y compris en Angleterre. C'est une trace tangible, bien que tragique, de ce raid lointain. Après Nékor, Bjorn et Astin remettent le cap vers le nord. Ils longent la côte espagnole, pillant au passage. Les Baléares sont attaqués. Majorque, Minorque, Ibiza. Les Vikings débarquent sur chaque île, brûlant les villages côtiers, emportant tout ce qui a de la valeur. Puis ils remontent vers la France méditerranéenne. Ils attaquent Narbonne, ancienne cité romaine. La ville résiste, mais les faubourgs sont pillés. Les Vikings s'installent ensuite dans une île de la Camargue pour l'hiver. Ils construisent un camp fortifié, réparent leurs navires, soignent leurs blessés. L'hiver 859 à 860 est rude. Même en Méditerranée, le froid mord. Les Vikings, habitués aux hivers scandinaves, supportent mieux que d'autres. Ils passent le temps à jouer aux dés, raconter leurs exploits, aiguiser leurs armes. Certains montent des raids contre les villages environnants pour se procurer de la nourriture. Au printemps 860, l'expédition reprend. Les Vikings remontent le Rhône. Ils attaquent Valence, pillent Arles, menacent Nîmes. Partout, la terreur se répand. Ces guerriers du Nord semblent invincibles. Ils frappent vite, disparaissent avant que les armées ne puissent se mobiliser. Puis ils mettent le cap sur l'Italie. C'est le but ultime de l'expédition, Rome. Les Vikings longent la côte italienne, attaquant les villes côtières. Mais Rome reste hors de portée. La ville éternelle est trop bien défendue, trop éloignée de la mer. À la place, les Vikings attaquent Luni, petite ville portuaire de Ligurie. Et là se produit l'un des épisodes les plus célèbres de toute l'expédition. Astin, le rusé stratège, invente un stratagème audacieux. Il fait dire aux habitants de Luni que le chef viking est mourant et souhaite se convertir au christianisme avant de mourir. Il demande à être enterré en terre consacrée dans l'église de la ville. Les habitants de Luni, touchés par cette conversion de dernière minute, acceptent. Ils ouvrent les portes de la ville pour laisser entrer le cortège funèbre. Astin est porté dans un cercueil, entouré de quelques guerriers vikings habillés en deuil. Le cortège entre dans l'église. Au moment crucial, Astin bondit de son cercueil, épée à la main. Ces hommes tuent l'évêque et ouvrent les portes de la ville. Le reste de l'armée viking se déverse dans Luni. La ville est pillée et brûlée. C'est un triomphe de la ruse sur la force. Mais ensuite, Astin découvre son erreur. Luni n'est pas Rome. Ce n'est qu'une petite ville provinciale. Furieux de s'être trompé, Astin ordonne le massacre de tous les hommes de la ville. Les femmes et les enfants sont épargnés,
mais seulement pour être vendus comme esclaves. L'expédition a maintenant duré plus d'1 an. Les Vikings ont traversé toute la Méditerranée. Ils ont affronté les morts, pillé des dizaines de villes, accumulé un butin gigantesque. Mais le voyage de retour sera terrible. Quand ils repassent le détroit de Gibraltar, les morts les attendent. L'émir de Cordoue a mobilisé sa flotte. Des navires arabes équipés de catapultes à feu attaquent les dracars vikings. Le feu grégeois, arme terrible, embrase les voiles et les coques en bois. 2 navires vikings sont coulés près de Médina Sidonia. Les équipages périssent dans les flammes ou se noient. Les morts ne font pas de prisonniers. Ils se vengent du sac de Séville et d'Algésiras. Mais le pire reste à venir. Dans l'Atlantique, une tempête terrible frappe la flotte viking. Des vagues hautes comme des maisons déferlent sur les dracars. Le vent arrache les voiles, brise les rames. Pendant 3 jours et 3 nuits, les Vikings luttent pour leur survie. 40 navires sont perdus dans la tempête. Près de 2000 hommes périssent, noyés ou écrasés contre les rochers. C'est un désastre. Tout le butin accumulé pendant des mois disparaît au fond de l'océan. Seuls 20 dracars parviennent à regagner la Loire en 862. Bjorn et Hastin ont survécu, mais ils sont brisés. Sur les 3000 hommes qui étaient partis 3 ans plus tôt, moins de 1000 reviennent. La moitié du butin a été perdue. Était-ce un succès ou un échec? Les avis sont partagés. Certes, les Vikings ont accompli des exploits extraordinaires. Ils ont traversé la Méditerranée, affronté les morts, pillé des villes que personne n'avait jamais osé attaquer. Bjorn et Hastin entrent dans la légende. Leurs noms seront chantés dans les sagas pendant des siècles. Mais le prix payé est terrible. Des milliers de morts, des dizaines de navires perdus. Les Vikings ne tenteront plus jamais une expédition aussi ambitieuse en Méditerranée. Le raid de 859 à 862 restera unique dans l'histoire viking. Le choc entre Vikings et morts à Nécor a des conséquences durables, même si elles sont moins visibles qu'on pourrait le croire. Les 2 civilisations, nordique et islamique, sont à leur apogée au IXe siècle. Mais elles évoluent dans des sphères complètement différentes. Pour les morts d'Afrique du Nord, le raid viking est un traumatisme. Nécor mettra des années à se reconstruire. La ville ne retrouvera jamais sa splendeur d'avant 859. Pire, le raid révèle la vulnérabilité des côtes maghrébines. Les émirs comprennent qu'ils doivent renforcer leur défense maritime. Des tours de guet sont construites le long du littoral. Des garnisons permanentes sont stationnées dans les ports. Les flottes de guerre sont agrandies. L'émir de Cordoue, en particulier, investit massivement dans sa marine. Il ne veut plus être surpris comme à Séville. Ces mesures sont efficaces. En 971, quand des Vikings tentent un nouveau raid sur le Guadalquivir, ils sont écrasés par la flotte du calife Al-Hakam II. Les morts ont appris leur leçon. Ils ne seront plus jamais pris au dépourvu par des raideurs nordiques. Pour les Vikings, l'expédition de Bjorn et Hastin marque l'apogée de leur expansion vers le sud. Jamais plus ils n'iront aussi loin. Ils continueront à naviguer en Méditerranée. Des Vikings s'installent en Normandie, d'autres en Sicile. Les Varegs, Vikings de l'Est, formeront même la garde d'élite de l'empereur byzantin à Constantinople. Mais attaquer l'Afrique du Nord? C'était une folie unique. Les distances sont trop grandes, les risques trop importants, les gains insuffisants. Le monde viking se recentre sur des cibles plus proches, l'Angleterre, l'Irlande, la France, la Russie. Il y a aussi un aspect plus subtil. Le raid de Nécor crée les premiers contacts directs entre le monde nordique et le monde islamique. Avant 859, Vikings et morts se connaissaient à peine. Après, ils ont une conscience mutuelle de leur existence. Des preuves archéologiques confirment ces échanges. En 2015, une bague en argent portant une inscription en arabe koufi, Illallah, pour Allah, est découverte dans la tombe d'une femme viking à Birka, en Suède. Comment cet objet islamique est-il arrivé en Scandinavie? Probablement via les routes commerciales, mais peut-être aussi via les raids en Méditerranée. Des dirhams arabes, monnaie d'argent, ont été trouvés en grande quantité en Scandinavie. Les Vikings échangeaient leurs fourrures, leur ambre, leurs esclaves contre de l'argent arabe. Un commerce indirect, mais réel, s'était mis en place entre le nord et le sud.
Que deviennent les protagonistes de cette histoire? Björnkot de Fair rentre en Scandinavie. Il devient roi de Suède, fondateur de la dynastie de Minceux. Ses fils et petits-fils régneront sur la Suède pendant plus d'un siècle. Il meurt vieux, vers 870, respecté comme l'un des plus grands chefs vikings de son temps. Sur l'île de Minceux, on peut encore voir aujourd'hui un tumulus qu'on appelle Björnjarnsida Hog, le tertre de Björnkot de Fer. Est-ce vraiment sa tombe? Les archéologues débattent. Mais le nom est resté, preuve que l'homme est entré dans la légende. Hastin continue à mener des raids pendant des années. Il attaque l'Angleterre à plusieurs reprises, se heurte au roi Alfred le Grand. C'est un vieil homme maintenant, peut-être 70 ans, mais il combat encore. Il finit par se retirer dans un domaine en France, où il meurt paisiblement. Pour un viking, c'est presque une déception. Les guerriers préfèrent mourir l'épée à la main. Les deux princesses de Nécor, Ama Alraman et Canula, sont finalement rachetées. L'émir de Cordoue paie une rançon énorme pour les libérer. Elles rentrent au Maroc, où elles se marient et disparaissent des chroniques. Leur histoire reste un symbole du choc entre deux mondes. Quant aux esclaves africains emmenés en Irlande, leur trace se perd. Quelques-uns ont peut-être été libérés, d'autres sont morts en servitude. Certains de leurs descendants vivent peut-être encore en Europe, sans savoir que leurs ancêtres ont fait ce voyage forcé il y a plus de 1000 ans. L'émir Saïdé de Nécor reconstruit sa ville. Il renforce les murailles, agrandit la garnison. Mais Nécor ne sera plus jamais aussi prospère. Le traumatisme du raid viking est trop profond. Des familles entières ont été décimées ou dispersées. Le commerce met des années à reprendre. Au Xe siècle, Nécor perd son statut de capitale du Rif. D'autres villes, mieux défendues, prennent le relais. La cité continue d'exister pendant quelques siècles, puis disparaît progressivement. Aujourd'hui, les ruines de Nécor sont enfouies sous les eaux du barrage d'Abdelkrim Katabi. Les archéologues n'ont jamais pu fouiller le site. Les traces du raid viking sont perdues à jamais. Pourquoi cette histoire reste-t-elle fascinante, plus de 1000 ans après? Parce qu'elle représente une rencontre improbable entre deux mondes qui n'étaient pas censés se croiser. Les Vikings, guerriers des mers froides du Nord, et les Maures, héritiers de l'islam conquérant. Deux civilisations à leur apogée, deux visions du monde radicalement différentes. Les Vikings se battent pour l'or, la gloire, l'aventure. Ils n'ont pas de grande stratégie, pas de plan de conquête. Ils vont là où les mène le vent et l'appât du gain. Ce sont des opportunistes géniaux, des raideurs insaisissables. Leur force est la mobilité, la surprise, la férocité au combat. Les Maures, eux, défendent un empire. Ils protègent des villes, des routes commerciales, une civilisation raffinée. Ils se battent pour leur foi, leur mode de vie, leur famille. Ils sont organisés, disciplinés, ancrés dans leur territoire. Leur force est le nombre, l'équipement, la stratégie. Quand ces deux forces se heurtent à Nécor, c'est l'éclair contre la montagne. Les Vikings frappent vite et fort, mais ne peuvent pas tenir face à la puissance d'un empire organisé. Ils gagnent la bataille du raid, mais perdent la guerre du long terme. Cette dynamique se répète partout où les Vikings frappent. En France, ils pillent des centaines de villes, mais ne parviennent jamais à conquérir le royaume. En Angleterre, ils établissent le Danelaw, mais sont finalement repoussés. En Russie, ils fondent des principautés, mais sont absorbés par les populations locales. Le génie viking est aussi leur limite. Ils excellent dans le raid éclair, la guerre asymétrique, la mobilité tactique. Mais ils n'ont ni la population, ni les ressources, ni l'organisation pour bâtir des empires durables. Leur âge d'or ne durera que 3 siècles, de 793 à 1066. Après la bataille de Stamford Bridge en 1066, où le roi Harald III de Norvège est vaincu par les Anglais, l'ère viking s'achève. Les descendants des Vikings normands en France, anglo-danois en Angleterre, varegs en Russie s'intègrent aux sociétés qu'ils ont conquises. Ils abandonnent les dieux nordiques pour le christianisme, troquent les dracars pour les châteaux, deviennent des seigneurs féodaux comme les autres. Mais la mémoire reste. Les sagas islandaises, écrites au XIIe et XIIIe siècle, racontent les exploits de Björn et Hastin. La saga de Ragnar Lodbrok mentionne le raid sur Nécor, même si elle l'embellit et l'exagère. Ces textes,
mi-historique mi-légendaire, garde vivante la mémoire d'une époque où les hommes du Nord terrorisaient le monde connu. Les chroniqueurs arabes, eux aussi, se souviennent. Chaque fois qu'ils mentionnent les Majus, ces mystérieux adorateurs du feu venus de terres lointaines, ils évoquent Nékor. C'est leur seul contact direct avec les Vikings. Pour eux, c'est une curiosité historique, une anomalie. Comment des païens scandinaves ont-ils pu frapper au cœur de l'Afrique musulmane? Au-delà de l'histoire militaire, le raid de Nékor a laissé des traces culturelles inattendues. Certains historiens berbères ont longtemps spéculé sur une possible ascendance viking chez les Kabyles. Cette théorie, populaire au XIXe et XXe siècle, suggérait que les Kabyles aux yeux clairs et cheveux blonds descendaient des Vikings. La génétique moderne a réfuté cette idée. Les tests ADN montrent que les Berbères ont des origines autochtones remontant à des millénaires. Leurs traits physiques variés s'expliquent par des millénaires de métissage avec diverses populations méditerranéennes, pas par un hypothétique raid viking. Mais l'idée persiste dans l'imaginaire populaire. Sur les réseaux sociaux kabyles, on voit parfois des blagues sur des origines vikings. Je ne suis pas kabyle, je suis viking, plaisantent certains. C'est devenu un mème, une façon ludique de célébrer la différence culturelle des Kabyles au sein du monde arabo-berbère. Cette fascination pour les Vikings n'est pas propre aux Kabyles. Partout dans le monde, les Vikings exercent une attraction puissante. Ils incarnent une liberté sauvage, un refus des conventions, une audace sans limite. Ce sont des anti-héros parfaits pour notre époque, ni totalement bons ni totalement mauvais, juste humains dans toute leur complexité. Les séries télévisées comme Vikings ou Le Dernier Royaume ont ravivé l'intérêt pour cette période. Des millions de spectateurs découvrent ou redécouvrent l'histoire de Ragnar, Bjorn, Lagertha. Les scénaristes prennent des libertés avec les faits historiques, mais ils captent quelque chose d'essentiel. L'esprit d'aventure et de rébellion qui animait ces hommes et ces femmes du Nord. Le raid de Nékor reste un épisode marginal dans cette saga viking. Mais c'est peut-être ce qui le rend si fascinant. Ce n'était pas une grande bataille décisive comme Hastings ou Stamford Bridge. Ce n'était pas une colonisation durable comme en Normandie ou en Islande. C'était juste un raid audacieux, presque fou, qui a réussi contre toute attente. 40 navires vikings, quelques milliers d'hommes, qui traversent la Méditerranée et frappent l'Afrique. Qui capture une ville pendant 8 jours, la pille, puis repart avant que les renforts n'arrivent. C'est du pur viking, audacieux, violent, éphémère. Que nous apprend cette histoire, 1000 ans plus tard? D'abord, que le monde était déjà globalisé au Moyen Âge. Nous imaginons souvent cette époque comme cloisonnée, avec des civilisations isolées les unes des autres. Mais le raid de Nékor prouve le contraire. Des Scandinaves peuvent frapper l'Afrique du Nord. Des esclaves africains finissent en Irlande. Des princesses marocaines sont rançonnées par l'émir de Cordoue. Des bagues arabes se retrouvent dans des tombes suédoises. Le monde médiéval est connecté par des réseaux d'échange, de commerce, de guerre. Ces connexions sont souvent violentes. Les Vikings ne viennent pas en touristes à Nékor. Ils viennent piller, tuer, réduire en esclavage. C'est la réalité brutale de l'époque. La mondialisation médiévale se fait par l'épée et le feu. Mais ces connexions créent aussi des échanges culturels. Les Vikings découvrent l'islam, les Maures découvrent les païens nordiques. Des idées, des technologies, des marchandises circulent. La Méditerranée devient un espace de rencontre, même si c'est souvent une rencontre violente. Deuxième leçon. La géographie compte. Les Vikings peuvent frapper loin, mais ils ne peuvent pas tenir. Leur empire est éphémère parce qu'il manque de profondeur territoriale. Ils contrôlent des côtes, des îles, des estuaires de fleuves. Mais l'intérieur des terres leur échappe. Les Maures, eux, ont des arrière-pays à défendre. Quand une ville côtière est attaquée, ils peuvent mobiliser des renforts de l'intérieur. Cette profondeur stratégique les rend inexpugnables à long terme. Les Vikings peuvent gagner des batailles, mais pas la guerre. C'est une leçon que les puissances maritimes réapprendront au fil des siècles. L'Angleterre victorieuse sur les mers sera toujours vulnérable face aux grandes puissances continentales. Les États-Unis dominent les océans mais peinent en Afghanistan et en Irak. La maîtrise de la mer ne suffit pas à gagner les guerres terrestres. Troisième leçon, l'audace paie, mais elle a un prix.
Björn et Astin ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont mené leurs hommes à travers toute la Méditerranée, ont affronté des ennemis inconnus, ont survécu à des tempêtes et des batailles. Leur courage est indéniable. Mais 2/3 de leurs hommes sont morts. Des 42 navires perdus dans la tempête. Était-ce un prix acceptable pour la gloire? Pour eux, sans doute oui. Les Vikings valorisent la mort au combat, la renommée qui survit aux guerriers. Björn et Astin sont entrés dans la légende. Leurs noms sont chantés dans les salles de festin pendant des siècles. Mais pour les hommes qui sont morts noyés dans l'Atlantique, loin de chez eux, sans même une sépulture digne, pour eux, l'aventure s'est mal terminée. L'histoire ne retient que les vainqueurs, les chefs célèbres. Les anonymes, les perdants, sont oubliés. C'est vrai pour toutes les guerres, tous les raids, toutes les conquêtes. Derrière chaque grande épopée, il y a des milliers de morts oubliées, de vies brisées, de familles détruites. Le raid de Nekor n'échappe pas à cette règle. En 859, pendant 8 jours, 2 mondes se sont affrontés sur les rives d'Afrique du Nord. Les Vikings. Venus de Fjords Glaciers de Scandinavie. Les morts, héritiers de la conquête islamique du Maghreb. 2 civilisations qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Le choc fut bref mais intense. Les Vikings ont pillé Nekor, capturé des centaines d'esclaves, tué des soldats morts. Mais ils n'ont pas pu tenir face à la contre-attaque. Ils ont fui avec leur butin, laissant derrière eux une ville dévastée et des ennemis assoiffés de vengeance. Cette rencontre improbable reste unique dans l'histoire. Les Vikings ne reviendront jamais en Afrique du Nord. Les morts ne navigueront jamais vers la Scandinavie. Les 2 mondes continueront d'évoluer sur des trajectoires séparées. Mais pendant un instant, ils se sont touchés. Et cet instant a suffi à créer des histoires qui traverseront les siècles. Des chroniqueurs arabes aux sagas islandaises, du Maroc à la Suède, on racontera ce jour où les hommes du Nord ont osé l'impossible. Björn Côte de Fer et Astin sont morts depuis longtemps. Nekor a disparu sous les eaux d'un barrage. Les esclaves africains emmenés en Irlande n'ont laissé aucune trace écrite. Mais l'écho de leur histoire résonne encore. C'est ça, la puissance de l'histoire. Elle préserve les moments où l'humanité se dépasse, où des hommes ordinaires accomplissent des exploits extraordinaires. Le raid de Nekor n'a pas changé le cours de l'histoire mondiale. Il n'a pas renversé d'empire, pas fondé de dynastie durable. Mais il nous rappelle que le monde a toujours été plus connecté, plus complexe, plus surprenant que nous l'imaginons. Que des Vikings pouvaient naviguer jusqu'en Afrique. Que des morts pouvaient vaincre ces guerriers réputés invincibles. Que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et c'est peut-être la leçon la plus importante. Dans un monde qui nous semble souvent prévisible, codifié, enfermé dans des cases, l'histoire de Björn et Astin nous rappelle qu'il y a toujours place pour l'audace, pour l'aventure, pour l'impossible. Même si ça se termine par une tempête dans l'Atlantique et 40 navires perdus en mer.